Et on va passer à un autre livre qui, cette fois, dénonce et avertit. Wall Street à l'assaut de la démocratie, comment les marchés financiers accroissent les inégalités. C'est publié chez Odile Jacob. Et c'est vous qui signez ce texte, Georges Jugeux. Merci d'être notre invité. Un milieu financier que vous connaissez bien, hein, on peut le dire, puisque vous avez été vice-président international de la Bourse de New York. Vous dirigez aujourd'hui une banque d'affaires. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Pourquoi pas avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé dans le paradigme des marchés financiers? Je crois que le moment déterminant qui a fait découvrir les faiblesses internes plutôt que des faiblesses externes, c'est la crise de Lehman, c'est la crise de 2008. Mais depuis 2008, on a commencé à prendre des mesures qui ont visé à soutenir les marchés et qui se sont traduites par des inégalités croissantes entre ceux qui ont accès à ces marchés et qui ont les moyens d'y investir et ceux qui ne l'ont pas, et qui sont quand même la majorité de la population. Vous dites aujourd'hui, en clair, que ce sont les petits épargnants qui payent les crises, alors que ceux qui peuvent investir, qui ont beaucoup d'argent, eux utilisent cet argent, notamment prêté, enfin créé par les banques centrales, justement pour faire des pirouettes financières, clairement. Hein. Absolument. Et si vous prenez... J'ai réécrit le livre après la pandémie, à la demande de Odile Jacob, parce que la pandémie, ça a été l'explosion en temps réel. Ce qui est intéressant justement et que vous rappelez clairement, c'est que le 24 novembre 2020, en pleine pandémie mondiale, l'indice Dow Jones a dépassé le cap des 30 000 points, ce qui est énorme, un excellent résultat, alors qu'à l'époque, l'économie, elle est en piteux état un peu partout sur la planète. Il y a des faillites, le chômage explose, on se demande de quoi va être fait le lendemain pour la plupart des gens. En revanche, sur les marchés financiers, tout va bien, et même très très bien. Comment ça se fait que l'économie financière soit à ce point déconnectée de l'économie réelle? Alors il faut reprendre ce qu'ont fait les gouvernements. Ils ont dépensé, et ils devaient dépenser pour soutenir l'économie, ce n'est pas la question. Les banques centrales ont finalement financé les États, mais il s'est trouvé environ, je prends le chiffre des États-Unis, 3 000 milliards de dollars qui ont été lancés dans l'économie. Il y a un phénomène qui s'appelle la transmission monétaire, qui fait qu'il faut un certain temps pour que les capitaux atteignent les besoins que l'on cherche. Quand on en a mis 3 000 milliards, les estimations des principaux analystes, c'est que 50% n'a pas été dépensé au moment où ça a été reçu. Tout le monde n'était pas chômeur. Et donc cet argent-là, qu'en ont-ils fait? Ils voulaient les mettre éventuellement dans des dépôts et les obligations, mais on a baissé les taux d'intérêt en même temps. Il n'y avait plus qu'un endroit où aller, la bourse. Et quand vous injectez 1 500 milliards dans la bourse, il se passe ce qui se passe, l'offre et la demande, et la bourse a monté de 130%. Et vous dites que le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne rémunère plus le travail, mais l'actionnaire, je crois que vous parlez même de suprématie de l'actionnaire. Il est très clair aujourd'hui, et je le fais sous forme d'un raccourci qui peut avoir l'air populiste, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, que si un chef d'entreprise décide de mettre 10 000 personnes à pied, son cours de bourse va monter, donc sa rémunération, entre parenthèses, et 2, si jamais il passe le dividende, il a beaucoup de chances d'être remercié. Donc, ce qu'il donne à l'actionnaire doit être protégé, même si c'est au détriment de l'emploi. Il y a aussi pour vous un problème de collusion entre politique et entreprise. Vous parlez même de corruption, que certaines femmes et hommes politiques sont redevables à des entreprises, notamment pour avoir financé leur campagne, mais aussi par d'autres biais. Aux États-Unis, on a même supprimé les plafonds. L'Europe est beaucoup plus vertueuse. Pour les aides à la campagne, oui. Pour les aides à la campagne. Je vais vous donner un exemple. L'impôt que les sociétés payent a diminué globalement dans le monde de 75%. Il représente maintenant, dans l'OCDE, qui sont tous les pays occidentaux, y compris le Japon, moins de 10% de la contribution au budget de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait pour résoudre le problème? On a taxé la consommation et les salaires. Donc, fondamentalement, on a transféré la charge fiscale vers le particulier. Dans les banques centrales, quand on a diminué les taux d'intérêt, on a favorisé ceux qui empruntent, c'est-à-dire les gouvernements et les entreprises, au détriment de l'épargnant, du retraité et même des compagnies d'assurance vie. Mais alors comment expliquer qu'on entend souvent ce discours à droite et au centre, notamment en France, chez le président français, il faut justement plus libéraliser, il faut enlever les contraintes des entreprises, notamment financières, celles de l'impôt. C'est ça qui est tout le temps mis en avant. Je crois qu'il faut poser la question de l'équité. Il est très clair que des triomphes ont été, depuis la crise de Lehman, il faut bien vous rendre compte que les banques centrales ont augmenté leur bilan d'environ 10 fois.
on ne sait pas ce qu'on va en faire. Les gouvernements se sont endettés. Mais je vais aller un pas plus loin et je vous donne un exemple qui n'est évidemment pas à interdire. Les entreprises peuvent racheter leurs propres actions. Si elles rachètent leurs propres actions, phénomène du dénominateur, le montant, le cours de bourse monte. Mais, ou bien elles doivent s'endetter, ou bien elles doivent utiliser leur cash, mais dans les deux cas, elles diminuent leur force. Delta a dû être sauvé par le gouvernement après 3 phases de rachat des actions. C'est irresponsable. Le risque pour la démocratie dont vous parlez, qui est le titre de votre livre, il est là, c'est là justement quand il y a cette collusion entre les politiques et les entreprises? Absolument. Et je ne suis pas le seul à le dire. Raghuram Rajan, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Inde, dit « les communautés, on les a abandonnées, les personnes, on les a abandonnées ». Et donc, c'est là qu'on se trouve dans une situation. Et le lien, c'est la citation de Eleanor Roosevelt, « Il n'y a pas de démocratie sans égalité ». Est-ce qu'il peut y avoir un capitalisme plus éthique? On se rappelle en 2008 Nicolas Sarkozy qui disait qu'il fallait justement un monde financier qui soit plus éthique aussi. François Hollande qui parlait de son ennemi, parlait de la finance, voilà. Pourtant aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose, non? Enfin, on a cette impression-là. Le but de mon livre n'est précisément de tâcher de sortir de ce que j'appellerais le discours dans lequel, que ce soit pour l'environnement ou ailleurs, on dit et on ne fait pas, et d'essayer d'avancer de telle manière que l'on voit qu'il y a des mesures spécifiques qui peuvent être prises et qui vont rééquilibrer, sans pour autant détruire ce qui est important, parce que la transition énergétique, sans les marchés de capitaux, ça n'aura jamais lieu. Merci Georges Jugeux d'avoir été avec nous. Votre livre « Wall Street à l'assaut de la démocratie » est publié aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci.